Bonjour à toutes et à tous. On a un petit peu préparé tous ensemble cette table ronde et donc on va commencer. Didier Duriez, je voudrais commencer par vous. Vous avez sorti en début novembre votre, je crois, 30e quelques rapports sur l'état de la pauvreté en France, publié par le Secours catholique. Et c'est peut-être l'occasion, sans dévoiler toutes les informations qui y seront contenues, mais de faire peut-être un premier bilan en tendance de ces 30 dernières années d'évolution de la pauvreté. Quelle tendance vous voyez et surtout, est-ce que ce constat fait par tous d'une pauvreté qui ne baisse pas et d'une participation de l'État qui baisse et le contraire, est-ce que ça vous la confirmez ? Oui, merci. On fera effectivement une publication de ce rapport à mi-novembre avec beaucoup de détails. Il y a quelques points qui me semblent importants. Et d'abord, je voulais remercier les Restos du Cœur pour organiser cette réunion. Effectivement, on est à un temps où, comme le disait Claire tout à l'heure, il est important que les associations travaillent ensemble, peut-être plus que par le passé, parce que le financement, il est ce qu'il est. Je voudrais juste rajouter deux choses à ce qu'a dit Claire. Quand on dit qu'on parle d'une subvention à une commande publique, l'effet secondaire de ça, c'est qu'une subvention peut très bien être utilisée pour des frais de fonctionnement. La commande publique, dans la plupart des cas, c'est pour de l'investissement. Et pour les assos que nous sommes, ça pose donc à volume constant, soyons fous, d'argent qui serait injecté, ça pose quand même ce problème fonctionnement versus investissement. L'autre point que connaissent bien ceux d'entre nous qui ont la joie d'être opérateurs d'État, c'est que l'État n'a pas financé un certain nombre de choses, comme le Ségur par exemple, et que l'État se retourne vers les assos en disant « bah oui, on n'a plus d'argent, mais allez donc voir le secteur privé ». Or, le secteur privé, lui aussi, fonctionne beaucoup en appel à projet. Et donc, en gros, les travers que énonçait Claire tout à l'heure, on les retrouve dans le financement du secteur privé. C'est-à-dire que plutôt de l'investissement, pas de fonctionnement, et la mise en compétition d'acteurs qui sont soit opérateurs d'État, soit associations. Voilà, ces deux précisions étant faites, pour revenir à ta question, effectivement, en 1994, les plus anciens d'entre nous s'en souviennent sans doute, le Premier ministre de l'époque était Édouard Balladur, déclare grande cause nationale une trentaine d'associations qui luttent dans le social, dans le secteur social ou caritatif. Dedans, il y avait d'ailleurs France Terre d'Asile, il y avait le Secours populaire, il y avait le Secours catholique. Il n'y avait pas les Restos du Cœur et je pense qu'on était encore à l'époque où on pensait que les Restos du Cœur, on pallie un problème bref, mais qui ne durera pas. Et donc, nous, on a dit, tiens, on va faire une analyse statistique des gens qu'on reçoit, à peu près 1 million de personnes à l'époque, et puis voir quels sont leurs besoins. Remonter ça à la puissance publique, au grand public, à nos bénévoles, à nos volontaires, à nos donateurs. Et puis, ça a servi dans les aspects, tout ce qui a été fait dans les années qui suivent. Et puis, on a continué cette tradition depuis 30 ans. Donc oui, cette année, on va sortir le 30e anniversaire de ce rapport, et ça nous permet de voir des choses. Ça nous permet de voir, il y a une apparente stabilité. Ça vous a peut-être frappé quand l'INSEE a sorti son baromètre. Le taux de pauvreté, mesuré donc en termes de pourcentage du revenu médian, n'a pas beaucoup évolué. À part dernièrement, où il y a une remontée quand même assez sensible, là, qui est assez, je pense, à secouer pas mal les esprits en début d'année, sur la période, on est resté à peu près stable. Il y a des constantes qu'on observe. Il y a beaucoup d'enfants. On a une petite 40% des personnes qu'on reçoit sont des enfants. Et puis, il y a des grosses variations. Les grosses variations, c'est quoi ? C'est le type de pauvreté. Il y a beaucoup plus aujourd'hui de parents solos qu'il n'y avait il y a 30 ans. Il y a beaucoup plus aujourd'hui de travailleurs en difficulté. Il y a 30 ans, les personnes qu'on recevait, c'était essentiellement des chômeurs. Aujourd'hui, on a un nombre incroyable de personnes en CDI qui demandent de l'assistance. Preuve que, bien qu'on soit au travail, on n'est pas pour autant exclu de la pauvreté, de la précarité. On a vu se développer une pauvreté en milieu rural, qui est probablement corrélée à la disparition de beaucoup de choses en milieu rural, y compris les services publics. Je crois que très récemment, la défenseure des droits s'exprimait encore sur le fait que la dématérialisation des services publics avait exclu beaucoup de gens de l'accès aux droits, au point que le renoncement à l'accès aux droits augmente. C'est quelque chose qu'on a dénoncé avec d'autres associations, beaucoup d'associations comme ATD, comme nous-mêmes depuis des années. Mais il est vrai que la dématérialisation du service public, qui a été pensée par des gens qui probablement n'ont pas pris le temps de voir avec ceux qui utilisent les services publics comment les optimiser, cette dématérialisation, a comme effet secondaire aujourd'hui de créer une distanciation par rapport à l'accès aux droits. La solidarité s'éloigne. Au milieu rural,
il n'y a même plus la poste parfois, ça complique encore plus. On voit monter une pauvreté en milieu rural. Il y a un vieillissement de la population qui fait que, les choses étant ce qu'elles sont, on a beaucoup de dames âgées en milieu rural qui se retrouvent isolées, qui se retrouvent en très grande difficulté. On a une grosse évolution aussi dans la population étrangère. Il y a toujours eu de la population étrangère qui a demandé notre aide et notre assistance. Je suis sûr que Mme Najat y reviendra, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est devenu infiniment plus difficile en 30 ans d'avoir ces papiers pour pouvoir travailler. La population étrangère qu'on reçoit est statistiquement plus jeune que la population d'origine française. Mais les complexités dans l'obtention des papiers, la régularisation, les niveaux de qualification demandés, que ce soit en maîtrise du français ou autre, augmentant, c'est de plus en plus difficile pour cette population qui a envie de travailler, qui peut amener d'immenses services. C'est souvent des personnes qui sont qualifiées pour trouver du travail. En 30 ans, on voit clairement cette déformation. Beaucoup d'autres points importants. J'ai parlé de la pauvreté vieillissante, un nombre de personnes plus âgées que par le passé, on voit ça aussi en ville, donc les personnes d'origine étrangère, la ruralité, la difficulté liée à la mobilité. C'est quand même devenu très difficile pour les gens aujourd'hui d'avoir un véhicule, et on a eu récemment des débats sur des choses comme les zones à faible émission, etc. Il faut voir que pour beaucoup de gens, on n'a même pas de véhicule. Donc ces débats sont assez théoriques. Dans les personnes qu'on accueille, c'est aidez-nous à pouvoir aller ne serait-ce qu'à l'hôpital. Quand on est au fin fond d'une province, aidez-nous à nous transporter. Il y a beaucoup de bénévoles qui passent du temps à transporter les gens pour qu'ils puissent aller se soigner, pour qu'ils puissent aller aussi rencontrer quelquefois les services publics. Donc quelque chose de très important. Pour résumer, un espèce de trompe-l'œil. On a l'impression, si on n'y fait pas attention, que les choses sont à peu près stables. Quand on regarde dans le détail, et on y reviendra peut-être après aussi dans ce qui a été fait à cette période-là, on s'aperçoit que c'est faux. Il y a une évolution assez forte de la typologie de la pauvreté telle que nous, on l'aperçoit au Secours catholique. Merci. Et Yves Mérillon, est-ce que vous avez fait le même constat au Resto du Cœur ? Je crois qu'on a à peu près le même public et évidemment on subit les mêmes évolutions. Les Restos du Cœur sont un capteur extrêmement sensible de la situation économique du pays. Chaque fois qu'il y a une dérive du taux de chômage, chaque fois qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, mécaniquement dans les mois qui viennent, les gens viennent frapper à notre porte en plus grand nombre. On l'a vu en 2008 au moment de la crise financière internationale, plus 25% de personnes accueillies en 3 ans. Et on l'a encore vu de façon plus récente en 2022, après le déclenchement de la guerre en Ukraine et le pic d'inflation qui a sauté. On a eu 100 000 personnes de plus en un an et c'est assez catastrophique. Et ça a des conséquences financières pour lesquels on avait lancé un appel à un moment donné, parce qu'effectivement, on est pris dans une sorte d'effet ciseau entre, d'une part, les gens qui viennent nous voir, qui nous demandent de l'aide, et d'autre part, nous sommes acheteurs, notamment un repas sur 3, c'est nous qui les achetons, et nous subissons l'inflation, et nos donateurs subissent aussi la crise du pouvoir d'achat. Ils sont toujours aussi nombreux, mais évidemment, ils ont des difficultés, et le don moyen diminue. Mais les conséquences sont, et on va revenir à l'isolement de personnes et des gens. Les conséquences ne sont pas seulement financières. Les conséquences, c'est aussi en termes d'accompagnement des personnes que nous recevons. Parce qu'aujourd'hui, les Restos du Cœur, ce n'est pas simplement comme nos collègues d'autres associations d'aide alimentaire. On n'est pas seulement des distributeurs de boîtes de conserve ou de surgelés. On est aussi des gens qui accueillent beaucoup de personnes qui sont dans l'isolement. On a énormément de familles monoparentales. On a un ménage sur 2, c'est des célibataires, c'est des gens tout seuls. Donc on produit du lien social. Et on produit de l'accompagnement pour des gens qui sont paumés. Ils peuvent être paumés pour des questions de dématérialisation des services publics. C'est vraiment catastrophique. Donc on peut les accompagner pour justement accéder aux droits, les aider à accéder aux droits. On peut faire du soutien à la recherche d'emploi, de l'accompagnement scolaire, etc. Et ce qui se passe aujourd'hui depuis 2-3 ans, c'est que nos équipes de bénévoles sont submergées et elles nous disent, comme il faut qu'on donne de l'aide alimentaire, on n'a plus le temps d'accueillir correctement les gens, de les accompagner, de les orienter vers l'objectif premier qui est qu'ils sortent de la précarité et qu'ils n'aient plus besoin de nous. Donc voilà, oui, c'est un constat à peu près identique en insistant sur le fait que les conséquences de la crise ne sont pas seulement financières.
Et d'ailleurs, au moment de la crise du Covid, vous aviez maintenu votre activité de distribution d'aide alimentaire, mais vous aviez dû stopper l'intégralité des autres activités qui créaient du lien social, et ça a été d'autant plus difficile de les faire repartir après. Voilà, on a réussi à tenir le choc. Et on en était assez fiers, nos bénévoles, après quelques jours de sidération, comme tout le monde, ont réouvert les centres, hein, au moment où les services publics étaient fermés, Pôle emploi à l'époque, la Poste, tout cela fermé. Nous étions ouverts, mais il faut le reconnaître, dans des conditions dégradées. C'est-à-dire qu'on faisait du drive, hein, on donnait des denrées le plus vite possible, et puis on avait totalement abandonné toutes ces activités d'aide à la personne qui sont fondamentales. Oui, c'est le type de crise dont on aimerait bien que ça ne recommence pas, parce que ça détruit tout ce que l'on peut apporter de positif. Merci Yves. Henriette Steinberg, est-ce que vous partagez au Secours populaire français ce constat d'augmentation et d'aggravation de la pauvreté en France, et surtout comment vous, qui avez cette singularité et qui avez l'habitude de ne jamais rien lâcher, comment vous êtes adapté et comment vous faites face à l'ensemble de ces crises qui se cumulent et qui se multiplient? Alors c'est une question à 3 points. Ce que je voudrais dire pour le Secours populaire, c'est que nous avons aussi une approche qui repose sur les alertes qui nous viennent des professionnels de santé. Et à cet égard, en plus des personnes que l'on rencontre et dont on connaît les difficultés, il y a celles qui nous sont signalées par les médecins du Secours populaire. Alors, les médecins du Secours populaire, ce ne sont pas spécifiquement des médecins. Ce sont des professionnels de santé au sens large. Et ce sont des personnes qui connaissent ceux et celles qui viennent les rencontrer et qui nous alertent. Et le soutien, ce soutien n'est pas simplement, si je puis dire, même si c'est vital, un soutien alimentaire, c'est aussi un soutien psychologique qui permet aux personnes de reprendre pied et elles-mêmes d'agir pour peser sur les situations qu'elles rencontrent et rencontrer d'autres personnes avec lesquelles elles établissent des liens pour obtenir les moyens de sortir des difficultés qu'elles rencontrent. Ça peut être alimentaire, mais ça peut être aussi, comme ça vient d'être signalé, le véhicule. Ça peut être aussi le soutien aux enfants. Et donc, à cet égard-là, il nous semble que les échanges d'expériences, les informations, les aides administratives, la préparation à des entretiens, la participation à des activités collectives permettent aux uns et aux autres d'aider les personnes elles-mêmes, mais aussi celles de leur environnement. Il n'empêche que la situation actuelle est particulièrement difficile, et notamment en zone rurale. Ces aspects de zone rurale viennent de façon puissante impacter les difficultés des personnes du fait de la suppression des services publics. Le lien est absolument direct. De ce fait, il y a aussi une évolution du bénévolat. Parce que d'autres personnes qui jusque-là ne s'étaient pas nécessairement mobilisées pour regarder autour d'elles, viennent et agissent. Et nous rencontrons ce phénomène sur la totalité du territoire national. Je voudrais dire aussi que nous venons de publier, enfin, il y a à peine quelques semaines, une enquête sur la pauvreté. Et dans cette enquête sur la pauvreté, il y a 2 coups de projecteur extrêmement puissants, l'un sur la jeunesse et l'autre sur les personnes âgées. Ces aspects-là ne sont pas pris en compte par ce qui reste des services publics, et nous avons les uns et les autres une responsabilité collective pour faire en sorte que les personnes qui sont en charge de l'État sous une forme ou sous une autre veuillent bien tenir compte de la nécessité pour elles d'agir et de ne pas penser qu'ils agissent quand ils ferment leur bureau.
Merci Henriette. Madame Najat Vallaud-Belkacem, est-ce que vous faites le même constat? J'ai la même question à tout le monde chez France Terres d'Asile. Et comment vous voyez un petit peu l'évolution? Parce que vous êtes France Terres d'Asile, c'est les années 70, la création. Comment vous voyez ces 50 ans d'évolution des services que vous pouvez rendre? Je partage complètement. Bonjour tout le monde, ravi d'être là. Merci beaucoup pour cette invitation. Je partage complètement le constat qui a été celui de mes collègues sur scène, c'est-à-dire que en fait, on a eu une précarisation, vous avez dit, c'est même plus de la précarité, c'est de la pauvreté qui est à l'œuvre, qui est absolument évidente. Alors, dans le domaine très particulier qui est le nôtre, qui est donc l'accompagnement, l'hébergement des demandeurs d'asile en France, je vous dirais que s'il y a bien une chose qui a lourdement évolué ces dernières, allez, moi aussi je vais parler d'une quinzaine, vingtaine d'années peut-être, c'est le regard porté sur ces demandeurs d'asile, d'une part, hein, parce que vous l'avez dit, nous on est là depuis plus d'une cinquantaine d'années, donc on a tout vu, hein, les boat people, les réfugiés chiliens, les Ukrainiens, les Afghans, etc., les Syriens. Donc en fait, on a une profondeur historique qui nous permet d'avoir la mémoire de ce qu'a été ce regard et de se souvenir qu'il n'en a pas toujours été de même. En gros, on situe un peu l'acmé de la méfiance et de l'hostilité à l'égard de la figure du demandeur d'asile, sans doute au moment de l'arrivée des Syriens dans les années 2015, où il y a eu à la fois facialement cette impression finalement d'arrivée massive et en même temps et surtout, j'allais dire, cette exploitation politique par de nombreuses forces politiques du sujet qui y ont vu finalement un sujet extraordinairement rentable. C'est tellement rentable de s'en prendre aux demandeurs d'asile les plus vulnérables des vulnérables. Ils ne peuvent pas se défendre par eux-mêmes, ça c'est certain. On les désigne si facilement comme des ennemis aux yeux de tous. On utilise des images qui sont choc parce qu'on recourt toujours à des images de gens sur des radeaux de fortune sur le point de faire naufrage. Alors du coup, ça donne cette impression de submersion, alors que s'il y a des individus submergés dans cette affaire, c'est quand même eux par les eaux. Mais bon, voilà, bref. Donc c'est très rentable, et pas seulement pour les forces d'extrême droite, c'est rentable y compris malheureusement chez certains dans l'arc républicain, parce que c'est un sujet, les demandeurs d'asile et l'hostilité à leur endroit, qui permet finalement de détourner l'attention de l'incurie à résoudre les problèmes sur lesquels on a par ailleurs été élu. C'est tellement facile. C'est très utile aussi pour montrer les muscles. Si quelqu'un aujourd'hui dans le paysage politique veut se donner une image d'autorité, de fermeté, il dit je vais être plus sévère sur les questions migratoires. La vérité, c'est qu'il n'en est rien derrière, parce que c'est pas parce qu'on délivre plus d'obligations de quitter le territoire français qu'on en exécute autant. Donc, du coup, par définition, en fait, on crée plus de sans-papiers. Ça, c'est certain. Et si on crée plus de sans-papiers, on crée plus de désordre, on crée plus de pauvreté, etc. Et même plus de troubles à la sécurité. Ça, c'est certain, parce que, en fait, la délinquance, elle existe, oui, y compris dans ces populations-là. Et c'est d'abord une délinquance de pauvres, en fait. Quand vous vivez dans la rue, vous êtes plus facilement attrapé par les réseaux de toute nature. Bref, je referme cette parenthèse. Depuis, en effet, 15-20 ans maintenant, ce qui a évolué, qu'on constate dans cette population-là, c'est à la fois le regard d'hostilité qui est porté sur elle et les deux sont évidemment liés, le fait que, à force d'avoir fermé les uns après les autres tous les chemins d'arriver vers l'Europe qui étaient des chemins relativement sécurisés, on a laissé ouverts que les chemins les plus insécurisés. Donc le fameux passage par le désert libyen, au risque de tomber entre les mains de bourreaux qui vous torturent en chemin, puis ensuite la mer Méditerranée et ses risques de naufrage, etc. Et donc ne laissant que les voies de passage les plus dangereux, eh bien, on se retrouve avec des individus qui, une fois qu'ils arrivent sur le sol français et en France par exemple, enfin sur le sol européen et en France par exemple, sont dans un état de polytraumatisme qui est... il faut comprendre ce que c'est. Et nos intervenants sociaux, dans les associations comme la nôtre, on n'est pas les seuls, mais en fait, ils ont affaire à ça au quotidien. Ils ont affaire à des gens qui, déjà, évidemment, étaient extrêmement fragilisés, vulnérabilisés parce qu'ils ont fui de leur propre pays, mais qui
du fait du chemin, arrivent, s'agissant des femmes, la proportion d'entre elles qui a subi des violences sexuelles est absolument affligeante, mais même s'agissant des hommes, il y a une violence et une détérioration psychique. Ils sont totalement cassés. Ouais. Ah oui, ils sont totalement cassés. Ceux qui arrivent aujourd'hui sont beaucoup plus cassés, physiquement, psychologiquement, traumatiquement, que ne l'étaient les générations précédentes. Ça, tous les intervenants sociaux de nos associations vous le diront. Et donc ça s'accompagne aussi, j'allais dire, d'un certain nombre, y compris de risques psychosociaux, on les appelle comme ça, pour les intervenants sociaux eux-mêmes. C'est-à-dire à la fois on a envie d'être en empathie totale et de pleurer à leur sort, et c'est bien normal, ce sont des victimes, ces demandeurs d'asile. Et à la fois, force est de constater que du coup, ça devient difficile, y compris de les gérer, de leur annoncer parfois des nouvelles qui sont difficiles à annoncer. L'instruction de votre dossier, malgré tout ce qu'on a vu de votre parcours, nous on était convaincus, etc. Mais il a été décidé que vous n'auriez pas votre statut. Puis après, comme ça a été un peu raconté depuis tout à l'heure, au fur et à mesure, vous avez eu des petites choses assez vicieuses qui se sont glissées dans les lois. Par exemple, autrefois, lorsqu'un demandeur d'asile ne se voyait pas reconnaître le statut de réfugié parce que, soit l'OFPRA, soit la Cour nationale du droit d'asile, donc estimait n'avoir pas assez d'éléments pour être complètement sûr qu'il risquait la persécution et la mort dans son pays. Bon. Donc autrefois, lorsqu'il n'obtenait pas ce statut, on acceptait quand même d'instruire d'autres raisons pour lesquelles il pourrait rester en France. Par exemple, un besoin de main-d'œuvre dans tel secteur en tension, ça correspond bien, etc. Bon, allez, aujourd'hui, une petite mesure glissée comme ça sous les radars dans une loi récente. Dès que vous n'êtes pas reconnu réfugié, vous êtes sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Donc, comme vous êtes sous OQTF, eh bien, si vous vous baladez un jour dans la rue et que vous tombez sur un escadron de police, etc., et qu'on vous prend, vous êtes en centre de rétention administrative. Les centres de rétention administrative, la population française, malheureusement, l'extrême droite a un peu gagné une bataille culturelle là-dessus parce que la population française, quasiment dans sa majorité, semble considérer que les gens qui sont enfermés là, c'est légitime qu'ils soient enfermés là, etc. Je pense que si on faisait un micro-trottoir, la plupart des gens ne savent pas qu'aucun juge ne s'est prononcé, en fait. C'est une décision purement administrative, c'est-à-dire à un moment donné, dans une préfecture, à qui on a mis la pression pour faire du chiffre, on a dit, oh, allez, tiens, tel individu sous OQTF, etc. Et puis ensuite, en centre de rétention administrative. Et du coup, comme il n'y a pas eu de juge pour porter un regard là-dessus, parfois il y a aussi des erreurs, mais gravissimes. Nous, nos associations étant présentes du coup dans les centres de rétention administrative pour faire de l'accompagnement juridique auprès des personnes, elles se rendent compte régulièrement qu'il y a eu des erreurs d'homonymie. On s'est trompé de personne, en fait. On a envoyé quelqu'un en CRA, mais c'était pas lui qu'on cherchait, juste, il portait le même nom qu'un autre. Des gens qui sont en traitement pour un cancer, limite en phase terminale, etc., qu'on va chercher et qu'on met en CRA, dont on interrompt les soins. Enfin, les choses qui se passent là sont absolument pas normales. Et en fait, on a l'impression d'une course à l'échalote vers des discours toujours plus durs, mais qui n'ont absolument aucun sens. Didier Duriez, c'est ce que vous disiez aussi quand on a préparé, c'est que au-delà de l'augmentation quantitative de la pauvreté en France, il y a aussi une dégradation qualitative. On est passé, grosso modo, d'il y a 30 ans, de la lutte contre la fracture sociale, aujourd'hui à la lutte contre, ou le combat contre l'assistanat. C'est-à-dire qu'on a un changement de philosophie, de perception de la pauvreté et donc de ses modalités d'accompagnement. Et ça se ressent au quotidien dans les missions que vous conduisez. Oui, ça se ressent, parce qu'au-delà d'adaptation dont on a tous parlé, qui est nécessaire sur les nouvelles formes de pauvreté, on a effectivement l'évolution du discours. Najat en a parlé pour la partie des exilés. En 1994, quand Balladur lance ça, je pense qu'on est encore dans un moment où on dit quand même la pauvreté c'est insupportable dans un pays comme le nôtre, 5e économie mondiale, etc. En 1995, le président Chirac se fait élire sur la réduction de la fracture sociale. En 98, ça dure 6 mois. Ça dure 6 mois. En 98, on a quand même les grandes lois d'orientation suite à une dissolution ratée. On a quand même les grandes lois d'orientation du gouvernement Jospin, avec beaucoup de choses qui arrivent, y compris le RSA en 2009.
On est dans cette perspective de lutter contre la pauvreté. Les pauvres sont des personnes, ou les personnes en situation de précarité qu'il faut aider, que notre pays ne peut pas laisser tomber. Et puis, un peu comme vous le disiez, dans la fin des années 2000, début des années 2010, on a une espèce d'acmé de ce discours-là, et on voit apparaître un autre discours. D'abord, on commence à plus parler de pauvreté, on parle d'assistanat, les dérives de l'assistanat. Le cancer de l'assistanat. Ah, ça, c'est plus récent. Les dérives c'est 2010, c'est Laurent Wauquiez. Voilà. Le cancer de l'assistanat, dérive de l'assistanat, il a ressorti ça au début des années 2020. Et c'est vrai, malheureusement, que c'est quelqu'un de l'arc républicain, comme vous dites. Et cette idée-là, mine de rien, se propage. De même que pour les exilés, de plus en plus, c'est des gens qui viennent en France pour avoir l'AME, quoi. Enfin, je caricature, mais c'est quand même une idée qui a très, très fortement été répandue. De même, les bénéficiaires du RSA roulent en Porsche et portent des Rolex. Mais absolument. Et puis, travail au black ou travail à l'étranger. Là, toujours, on vous cite le cas de la personne qui vit dans le nord de la France, qui touche le RSA et qui traverse la frontière tous les jours pour aller travailler en Belgique. Et ce qui est terrible, c'est que oui, des cas comme ça, il y en a quelques-uns. Mais les médias aujourd'hui, certains médias, et puis les réseaux sociaux, je pense, aident beaucoup à ça, font que ces quelques cas qu'on aurait appelés il y a 30 ans des faits divers deviennent des faits de société. Alors là, c'est le terme magique, c'est un fait de société, vous vous rendez compte, on en est là. C'est des vérités minoritaires deviennent des faits majoritaires. En tout cas, sont martelés comme tels. Et malheureusement, on constate que dans l'opinion, parce que c'est facile de dire ça, comme le disait Najat pour les exilés, c'est facile de porter, les gens, c'est tous des assistés, on dépense un pognon de dingue, heureusement, Dieu merci, aucun dirigeant politique sérieux ne dirait quelque chose comme ça. Il suffit de traverser la rue pour avoir un emploi, là aussi, aucun dirigeant politique sérieux ne dirait quelque chose comme ça. Mais ces idées-là font un dégât terrible, terrible, parce que dit par des gens qui, a priori, sont sérieux, martelés en boucle par certains médias et par certains hommes politiques, y compris de l'arc républicain, ils font des dégâts terribles auprès de nos bénévoles, auprès des personnes qu'on assiste. Moi, j'étais frappé de rencontrer des personnes âgées qui n'osaient pas demander ce à quoi elles ont droit pour la rénovation de leur logement, parce que quand même, elles étaient propriétaires de leur logement. Donc il y a des gens beaucoup plus pauvres. Puis quand même, on ne va pas dire qu'on est pauvre parce qu'on devient des assistés. On consomme les magnifiques allocations que reçoit de l'État pour regarder Netflix dans son canapé, quoi, en gros. Nous, le revenu médian des personnes qu'on a accueillies l'an dernier, c'est 565 € par mois. 565 € par mois, avec beaucoup de mères solo, parce que oui, c'est famille monoparentale, mais à 97%, ce sont des femmes seules, avec des enfants. Avec 565 € par mois, on ne peut pas s'asseoir sur son canapé et regarder Netflix à longueur de journée. Mais ce discours, il est terrible, il est martelé, il est probablement amplifié par les réseaux sociaux. Et oui, les personnes qu'on soutient en sont victimes. C'est également vrai pour toutes les personnes étrangères. On a ce que disait Mme Belkacem. Et c'est également vrai pour les pauvres. Moi, j'attends avec impatience le moment où ça a pu être ici ou là mis en avant par des hommes politiques. Mais il y a un autre aspect important, c'est que donc en 94-95, on met en avant la pauvreté comme une cause nationale. Si vous avez, j'avoue que je n'ai pas lu dans le détail le discours de M. Lecornu hier, mais j'avais lu celui de M. Bayrou quand il avait fait sa déclaration de politique générale. Qu'est-ce qu'il y avait sur le social ? Quasiment rien. Quasiment. La seule chose intéressante, mais je ne sais pas où elle en est, c'était l'utilisation des fameux livrets des Gilets jaunes, qui effectivement devrait nous donner quelque chose d'intéressant sur la société. Mais c'était la seule chose. Sur le reste, rien. Ça n'est plus un sujet. La pauvreté qui était vue entre 1995 comme quelque chose de conjoncturel est vue maintenant comme quelque chose de structurel. Et puis puisque ce sont des assistés, après tout, pourquoi donc les aider, quoi ? Ils ont qu'à faire l'effort de traverser la rue. Merci. Henriette Sternberg, est-ce que pour autant il faut céder au fatalisme ? Vous avez l'habitude de dire non, et il existe des moyens pour développer et déployer cette solidarité et transformer, je ne dis pas dire les personnes aidées qui peuvent être actrices de leur sort, et en même temps, c'est des solutions que vous poussez, vous, au secours populaire. Oui, je partage, on va dire, l'intégralité des propos que viennent dénoncer les uns et les autres. Bien sûr. Mais ce que je voudrais y ajouter, c'est qu'aucun d'entre nous ne doit se résigner. Aucun d'entre nous ne peut considérer que maintenant, c'est la langue commune et que parce que c'est la langue commune, eh bien, il faut faire avec. Et au Secours populaire, nous avons décidé de prendre la question autrement. Ça ne veut pas dire que la question telle qu'elle a été posée ne se pose pas. Nous avons décidé de la prendre autrement. C'est-à-dire que nous avons décidé de faire en sorte que toutes les personnes accueillies
soit évidemment aidé en fonction des possibilités du secours populaire, mais soit aussi associé à la recherche de moyens qui permettent de sortir de la nasse, pas nécessairement pour elles, mais pour leurs enfants, pour leur environnement, pour les personnes qui sont dans la sphère géographique où elles sont. Et donc de mettre en place des activités qui permettent, y compris aux personnes en grande difficulté, de collecter de l'argent pour d'autres qu'elles et participent à la diffusion et à l'organisation des moments de solidarité collective. Nous avons la conviction que ça ne peut pas être par des grandes déclarations qu'on fasse réellement avancer le schmilblick, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les déclarations, mais ça veut dire qu'il est possible de prendre les sujets autrement. Les prendre autrement, ça veut dire établir des contacts avec les chefs d'établissement, avec les enseignants, avec les professionnels de santé au sens large, pour voir avec eux et avec elles, y compris en zone rurale, quels sont les problèmes rencontrés et comment, à partir d'antennes locales, de groupes de personnes qui sont d'accord pour contribuer à collecter les moyens pour agir, il est possible non pas de résoudre, mais de rendre le courage, de permettre aux personnes de se sentir dignes de l'activité qu'elles déploient et de faire changer les curseurs. Parce que pour le secours populaire, c'est absolument clair que le dispositif qui est aujourd'hui mis en place par la puissance publique au sens large est un dispositif d'asservissement des cerveaux. Et en ce qui concerne le secours populaire, nous pensons que l'éducation populaire est un moyen efficace d'aller en sens inverse. Et à cet égard, on en voit l'efficacité, y compris en milieu rural. On en voit l'efficacité dans la jeunesse. On voit des jeunes qui viennent de milieux dans des situations pas possibles, qui sont capables d'organiser autour d'eux des activités, non pas pour eux, mais pour tous ceux dont ils ont eu connaissance qu'ils sont en difficulté. Ce n'est pas juste un phénomène rural, c'est un phénomène que nous rencontrons France entière. Et ça nous a amené au secours populaire à continuer, bien sûr, d'accueillir les personnes et de voir concrètement, quand elles viennent aux permanences d'accueil de solidarité et de relais santé, comment on peut les aider. Mais ça nous a permis aussi d'ouvrir largement le champ pour que les personnes elles-mêmes se sentent dignes, non seulement de se prendre en main, mais d'aider les uns et les autres à agir. Et nous en voyons l'efficacité. Donc nous avons bien l'intention de continuer dans ce domaine et de convaincre, y compris les travailleurs sociaux, que ce n'est pas simplement par la plainte qu'on fait avancer le schmilblick. Il y a la possibilité d'agir. Ces moyens, nous les avons. Vous les avez, nous les avons, mais nous avons le plus grand intérêt à les répandre largement et à utiliser les réseaux sociaux à autre chose que ce à quoi ils servent aujourd'hui. C'est dit. On aura d'ailleurs en fin d'après-midi un témoignage de la Croix-Rouge sur comment faire participer des personnes accueillies pour leur rendre cette dignité. Je voudrais qu'on finisse cette table ronde sur la question de la transition écologique, qui est le défi de demain, dont n'a pas parlé le Premier ministre hier dans ses 34 minutes de déclaration de politique générale. Yves Mérillon, souvent, on ne mesure pas encore aujourd'hui ou pas suffisamment l'impact social de cette transition écologique qui fait que les personnes accueillies sont probablement les moins responsables mais les plus victimes de cette crise écologique. Comment vous y répondez au resto et surtout comment vous voyez ce choc de demain, cette crise de demain et comment vous l'adressez ? Alors c'est un sacré défi. On a commencé à réfléchir à la question il y a 4 ans en se posant la question de ce que serait le monde le jour où nous aurions 50 ans, en 2035. Et cette réflexion prospective avait débouché sur 13 questions clés, dont la première était celui de la transition écologique. Pour les raisons que vous indiquez, les personnes que nous accueillons
non seulement sont les moins émetteurs de carbone, donc c'est les moins responsables du changement climatique, mais c'est aussi les premières victimes directement du changement climatique, le problème du logement. 40% des gens que nous accueillons sont dans une situation très précaire vis-à-vis du logement, et en général, c'est des passoires thermiques. Et ça risque d'être aussi les premières victimes des mesures d'adaptation, des politiques de transition écologique. Tout à l'heure, vous avez parlé des zones de faible émission, avec les problèmes des gens qui sont en zone rurale, qui n'ont pas d'autre moyen que de se déplacer en voiture. Il est évident que si on ne fait pas attention, ce sont les personnes que nous accueillons qui seront les victimes. Et on peut se dire aussi, plus généralement, que la transition écologique qui est nécessaire sera sociale ou ne sera pas. Si on rate cet aspect-là des choses, ça ne marchera pas. Alors, il y a des choses qui sont relativement faciles à faire. En tant qu'association distribuant 160 millions de repas par an, vous imaginez que notre bilan carbone, il est quand même assez fort, et qu'on réfléchit à la manière dont on peut le réduire. Mais là aussi, on se trouve devant des aberrations économiques, des absurdités dans ce pays où un voyage en avion est souvent moins cher qu'un voyage en train. Eh bien, quand nous cherchons à faire appel à des producteurs locaux, à acheter, et on achète un repas sur 3 de ce que nous distribuons, à acheter localement, ça nous coûte plus cher que quand on fait des grands appels d'offres au niveau national. Donc c'est complètement absurde. On a d'autres questions. Vous savez que l'alimentation, c'est très fort dans l'impact carbone, et notamment sur le problème de la viande. Vous savez qu'il faudrait qu'on puisse diminuer la part de la viande, notamment de la viande rouge, pour diminuer notre impact carbone. Mais là aussi, on se trouve devant un mur qui est qu'on peut difficilement franchir. Les personnes que nous accueillons sont souvent des personnes, notamment ceux qu'on accueille dans la rue, qui ne mangent de la viande que quand ils viennent au resto. Donc, expliquer à ces gens qu'il faut qu'ils soient plus vertueux du point de vue de leur alimentation, qu'ils deviennent végétariens, qu'il faut de la sobriété écologique à des gens qui sont en situation de sobriété contrainte, on arrive visiblement à une équation que nous ne pouvons pas résoudre. Et puis, il y a le dernier élément, et là, le défi est aussi devant nous. Je l'ai dit tout à l'heure dans ma première intervention, on essaye d'accompagner les personnes avec, dans notre jargon, l'aide à la personne, pour leur permettre, leur donner les moyens de se sortir des difficultés dans lesquelles ils sont. Que peut-on leur apporter pour les aider à moins subir l'effet du changement climatique? Que peut-on leur apporter pour les aider à ne pas être les premières victimes de la transition écologique, quand on sait que beaucoup des mesures les plus efficaces sont des mesures collectives, des mesures sur le logement, des mesures sur les transports, et qu'ils n'ont pas forcément la maîtrise. Donc là, c'est un problème aussi qui, pour nous, se pose. Que peut-on faire avec ces personnes? C'est un sujet de réflexion des prochaines années pour pouvoir continuer notre rôle principal d'accompagnement des personnes les plus démunies. Merci Yves. Najat Vallaud-Belkacem, je voudrais qu'on finisse ensemble sur cette thématique de l'écologie. On sait que dans les années à venir, dans les 10-15 ans à venir, il va y avoir des migrations climatiques qui vont faire que des dizaines de millions de personnes vont bouger, vont remonter vers le nord, parce qu'il sera devenu tout simplement impossible de vivre dans les territoires où ils vivaient jusqu'à présent. Comment vous anticipez cette vague, ce phénomène qui va arriver, et comment on s'y prépare, et on essaye aussi de changer les mentalités par rapport à ce que vous disiez dans votre première intervention, pour faire que ce ne soit pas des boucs émissaires avant même qu'ils arrivent sur les territoires européens? Je vous réponds vraiment dans une seconde, mais je voudrais quand même rebondir sur ce que vient de dire Yves Mérillon, parce que ça me paraît très important, et je vous avoue que c'est un peu mon leitmotiv en permanence. Moi, je suis un peu fatiguée qu'en permanence, on se retourne vers le citoyen en lui disant « si tu changes ton comportement, tu vas voir, tout va aller mieux » face aux grandes transitions. Là, vous parlez de la transition écologique, genre oui, si tu agis en petit colibri, tu vas voir, si tu te repenses ta façon de manger, de te déplacer, etc. On pourrait parler d'autres grands enjeux, je pense, parce que ma voisine Henriette, tout à l'heure, a parlé des réseaux sociaux. Je pense à l'omniprésence des écrans, du numérique, de tout ce que ça bouffe et gâche chez
pas seulement chez les plus jeunes, hein, chez nous aussi, il y en a marre d'entendre le discours qui consiste à dire oui, mais il faut s'autoréguler, il faut arrêter de regarder ça tout le temps, etc. C'est pas vrai. En fait, il y a des forces en présence et c'est à la puissance publique de venir réguler. Donc, ce que disait Yves Mérillon, c'est évidemment, c'est par des politiques de transport, d'habitation, etc., clairement assumées qu'on fera reculer telle façon collective de se comporter et qu'on promouvra telle façon collective de se comporter. Donc, moi, voilà, je pense qu'on en a trop mis sur les épaules des gens. Vous savez, il y a une espèce de burn-out parce qu'on doit gérer trop de choses et même la jeune génération le ressent beaucoup, ce burn-out. Hein. On parle beaucoup des problématiques psychologiques chez nombre de jeunes gens aujourd'hui. C'est avéré, hein, empiriquement, on en a tous autour de nous. Je pense qu'on met trop de poids sur les épaules des individus et pas assez sur les épaules du collectif, c'est-à-dire de la puissance publique. Le collectif se décharge beaucoup sur les individus. Exactement, le collectif, c'est l'État. À quoi sert l'État ? À quoi servent les responsables publics ? À régler nos problèmes parce que, de par leur situation centrale, au service normalement de l'intérêt général, etc., ils sont capables, ils ont la possibilité d'adopter les réglementations utiles et de résister aux lobbies divers et variés. Donc voilà, donc je voulais juste dire ça sur la transition écologique. Deuxième commentaire très rapide. En fait, pour moi, le tissu associatif, pour reprendre un peu le vocable de Claire Toury tout à l'heure, le tissu associatif, et je partage tout ce qu'elle a dit, et j'adore l'idée qu'il faut réfléchir en effet à ce que le tissu associatif soit reconnu par la nation et pas simplement comme un droit de l'individu. Donc le tissu associatif, dans son essence même, il est un levier de la transition écologique. Même s'il ne s'en occupait pas lui-même dans l'absolu, il est un levier de la transition écologique parce que, en fait, si on prend le problème à l'envers, qu'est-ce qui a créé le problème du changement climatique ? C'est finalement une absence d'attention à notre environnement. Donc, on a poussé trop loin les limites, etc. On a surexploité la Terre. Donc, une absence d'attention, ce qu'en anglais, on appellerait par opposition au care. Donc, le care, le soin à, l'attention à. L'opposition, ce serait la carelessness, c'est-à-dire la négligence. Donc, c'est la négligence à l'environnement. Or, cette négligence, cette carelessness, c'est exactement ce qui caractérise aussi une société dans laquelle on ne fait pas attention aux plus pauvres, aux plus vulnérables sur un plan humain. Donc, en fait, si vous voulez, le care, qui est ce qu'apportent les associations avec elles lorsqu'elles vont faire de l'aide alimentaire, de l'accompagnement, etc. Le care, l'attention aux autres, le soin, j'allais dire, c'est la même philosophie qu'il nous faut pour les gens comme pour l'environnement. Donc, si on arrive, en guise de projet de société, nous autres associations, à installer un peu plus ce care, ce soin à, cette attention à, dans l'espace public, par définition, ça se traduit y compris par une meilleure gestion de la transition écologique pour moi. Et puis je réponds à votre dernière question. Bien sûr qu'on va avoir des déplacements liés au changement climatique. Tout a été dit, hein, de la même façon qu'ici, chez nous, ce sont les plus vulnérables, alors même que ce n'est pas eux qui contribuent au réchauffement climatique qui en sont les premières victimes. À l'échelle du monde, c'est tout pareil, et notamment le continent africain, qui doit contribuer à hauteur de 4% aux émissions de gaz à effet de serre et qui est pourtant la première victime. Donc, en même temps, il faut entendre les gens qui vous disent on ne veut pas non plus d'un monde où il n'y a plus de frontières, etc., et où les gens se déplacent tout le temps et on ne sait plus à quelle communauté on appartient, etc. Moi, je comprends la nécessité quand même d'avoir des frontières, d'appartenir à des communautés. Mais pour autant, il faut avoir conscience de ce qui s'en vient. Et donc, ça veut dire qu'il faut aider les pays du Sud, les plus vulnérables, à faire face par l'adaptation au réchauffement climatique. Il faut aussi, à l'échelle internationale, construire quelque chose qui n'existe pas encore, qui est une véritable régulation multilatérale des déplacements humains contraints et forcés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses qui pourraient être résolues bien mieux qu'elles ne le sont aujourd'hui. Par exemple, par la mise en place de couloirs humanitaires quand il le faut, plutôt que de laisser encore une fois les gens passer par les déserts que j'évoquais tout à l'heure, etc. Par une anticipation par la communauté internationale des crises à venir. Et ensuite, une fois anticipée, alors la communauté internationale peut se mettre en branle pour soutenir, par exemple, les pays voisins des lieux où se déclenchent les crises, pour qu'ils les accueillent pendant un temps, mais qu'ils soient soutenus financièrement, largement pour ça. Parce que quelque part, on a à y gagner aussi, mais surtout les
personnes, les individus ont à y gagner. Parce que ce que je rappelle dans le livre Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas avec Benjamin Michelet, c'est qu'il faut écouter les gens. C'est ce que disait Henriette tout à l'heure, il faut faire avec les gens. Quand vous écoutez les demandeurs d'asile et les réfugiés, je vous assure, posez-leur la question. Très rares sont ceux qui spontanément voulaient aller aussi loin qu'en Europe. En fait, ils voulaient juste fuir un danger imminent pour eux, pour leurs enfants, etc. Mais s'ils avaient eu la possibilité d'être en sécurité dans un territoire plus proche, ils auraient préféré. Parce que, en fait, ça aurait été la garantie pour eux de pouvoir potentiellement retourner chez eux plus facilement, revoir leurs vivants, pleurer leurs morts. Imaginez un Syrien qui fuit comme ça jusqu'à l'Europe et qui, d'ailleurs, une fois obtenu le statut de réfugié, ne peut plus retourner en Syrie, sinon il le perd, hein, son statut. C'est ça le petit truc, petit détail à avoir en tête. Eh bien, il perd son père ou sa mère en Syrie, il ne peut même pas retourner les voir, enfin les pleurer. Donc, il faut un peu écouter les personnes concernées pour essayer de concevoir des réponses à l'échelle internationale qui tiennent compte des intérêts de tout le monde. Des réponses qui aujourd'hui n'existent pas, vous l'avez dit. Merci à tous les quatre. Restez là parce qu'on va avoir le témoignage de Daya Gelash, que j'appelle à venir sur scène. Vous êtes membre du bureau national et directrice du plaidoyer de Copain. Alors moi, je ne connaissais pas Copain avant de préparer cette intervention. Et donc, vous allez nous expliquer. Vas-y, montez, prenez un micro. L'idée, c'est un peu que vous nous présentiez ce qu'est Copain et comment c'est né et ce que vous faites. Parce que je pense que ça peut en inspirer. Vous êtes probablement la plus jeune association présente aujourd'hui. Et pas que la plus jeune association, la plus jeune participante aussi. Bonjour à tous. Du coup, je suis Aya. Je fais partie maintenant depuis 3 ans de l'association Copain en tant que bénévole. Et cette année, je fais partie du bureau national en tant que directrice plaidoyer. Et du coup, je suis ici un peu pour vous présenter l'association. Si jamais vous avez entendu parler de nous, c'est sûrement par rapport aux distributions alimentaires. En fait, on est né du coup avec la crise Covid qui a eu lieu, qui a touché beaucoup d'étudiants et qui a permis aux membres fondateurs de se rendre compte du besoin alimentaire des étudiants. Et c'était censé être une association qui n'allait pas durer, qui allait juste faire quelques distributions pendant le Covid. Et au final, maintenant, ça fait 5 ans qu'on est là. Et on a évolué avec le temps et on fait beaucoup d'autres choses que des distributions alimentaires. On fait de l'accompagnement culturel, l'accompagnement sportif, de l'accompagnement avec l'accès aux droits. On s'est rendu compte aussi qu'il y a une grosse crise d'isolement pour les étudiants. Et du coup, on a créé les festins. Les festins, c'est un petit repas partagé entre étudiants où ils cuisinent ensemble, ils font la vaisselle ensemble, ils mangent ensemble. Et c'est des personnes qui ne se connaissent pas du tout. Du coup, ça permet vraiment de créer du lien social et de lutter un peu contre l'isolement. On a aussi créé un restaurant qui s'appelle La Copine, qui est dans le 14e, qui a des prix très attractifs du coup, pour un peu tout le monde, qui est végétarien et qui... Enfin, maintenant, ça marche beaucoup. Il y a beaucoup sur les réseaux de posts à chaque fois. Et ça a permis vraiment de permettre aux étudiants de manger équilibré pour peu cher au lieu de manger avec les fast-foods qui sont au même prix. On a aussi un festival qui arrive bientôt pour permettre aux étudiants d'avoir l'accès à la culture pour très peu d'argent. Et maintenant, on a 28 antennes un peu partout en France pour vraiment cibler tout le public étudiant de toutes les villes. Et du coup, on s'est rendu compte que c'est une petite association qui était là pour quelques mois. Maintenant, ça fait 5 ans et rien n'a évolué. Enfin, il y a toujours autant, chaque année, de nouveaux étudiants qui rejoignent l'université et qui ont toujours les mêmes besoins. Du coup, on essaye de s'adapter, on essaye de présenter des services qui aident un peu tout le monde et de créer un lien avec des bénévoles, des bénéficiaires, enlever un peu cette honte. Mais on se rend compte que c'est pas suffisant, quoi. Ouais, et que la tâche est immense parce que vous avez fait réaliser une étude par l'IFOP justement pour essayer de mesurer quels étaient les dégâts de cette absence de lien social entre étudiants, et les résultats sont assez inquiétant. Oui, alors dès 2023, on a sorti une étude. Maintenant, on la sort chaque année, c'est le baromètre annuel.
C'est sur la précarité étudiante, et ça a montré que la précarité étudiante, elle ne recule pas, elle s'installe, elle est banalisée, elle a transformé le quotidien de toute une génération. Et du coup, on a des chiffres clés qui montrent un peu tout ce bilan. Il y a 2/3 des étudiants qui déclarent avoir déjà sauté un repas par manque d'argent. 1/5 a déjà bénéficié de l'aide alimentaire, que ce soit avec Copain ou une autre association. Un étudiant sur 10 a eu recours à de l'aide alimentaire régulièrement. 50% des étudiants ont moins de 100 € par mois pour vivre une fois le loyer payé. 1/3 des étudiants déclarent se sentir seuls, soit 2 fois plus que la population générale. Et un étudiant sur 3 a renoncé à intégrer l'étude de son choix. Pour les bénéficiaires Copain, c'est 32% qui ont déjà redoublé au moins une fois l'année, contre 17% des étudiants dans la population générale. Donc ça montre vraiment que la crise alimentaire, ça impacte directement les études des étudiants et leur parcours scolaire, parce qu'ils sont obligés de soit prendre un job étudiant, soit de travailler, de se priver directement, et que du coup, tout leur projet de vie, ils sont obligés de s'adapter et d'y renoncer. Du coup, nous, on est vraiment là pour essayer de réduire un peu la casse, de faire en sorte qu'ils vont avoir un petit panier repas, et que ce qu'il leur reste des 100 €, ils peuvent s'acheter quelque chose en plus, faire une petite aller au cinéma, quelque chose en plus. Et du coup, nous, tout ce qu'on propose, c'est gratuit. Inconditionnel. Inconditionnel, exactement. Il suffit juste d'être étudiant. Il n'y a pas de condition d'âge. Moi qui suis étudiant à 52 ans, je peux y aller, je peux venir chez Copain. Oui, exactement. Et il n'y a pas de condition de nationalité et tout ça. On a beaucoup d'étudiants qui viennent d'un peu partout et qui peuvent avoir 52 ans. J'ai rencontré une étudiante qui avait 52 ans et qui préparait son mémoire en Argentine, et qui venait d'Argentine et qui faisait plusieurs sorties culturelles, qui pouvait découvrir l'opéra gratuitement, et qui rencontrait plein de jeunes en même temps. Et franchement, ça créait beaucoup de liens entre tout le monde, et c'était vraiment très beau à voir. Alors, vous ne faites pas que du constat, vous avez aussi des revendications, vous avez des demandes. Alors, pour conclure, quelles sont-ils et elles ? Alors, comme un peu tout le monde, on veut une revalorisation et élargissement du système de bourse. Du coup, le système de bourse, c'est un système familialiste qui est calculé en fonction du revenu des parents, et qui n'est du coup pas du tout adapté à toutes les situations individuelles des étudiants. Du coup, on voudrait que l'État intervienne n'intervienne plus simplement en tant que suppléant par rapport aux ressources familiales, et qui permettent aux étudiants de poursuivre leurs études inconditionnellement, et que ce ne soit pas seulement en fonction du revenu de leurs parents, et que la bourse, par exemple, à Copain, 75% de nos bénéficiaires n'ont pas accès à la bourse. Donc chaque semaine, ils viennent avec... Par méconnaissance de leurs droits, ou parce qu'ils sont en dehors des critères d'attribution ? Parce qu'ils ne sont pas éligibles. Et comme ils n'ont pas assez de revenus, ils viennent chaque semaine prendre un panier repas. On voudrait aussi réétudier la mise en place d'une allocation d'autonomie universelle pour les jeunes en formation initiale, pour rompre du coup avec la dépendance familiale, pour reconnaître la jeunesse comme un âge de vie vulnérable. Et bien sûr, réaffirmer le Crous à 1 €, qui devrait passer et permettre à tout le monde de pouvoir se nourrir et d'éviter de sauter des repas. Aussi prendre en compte la situation des étudiants étrangers qui n'ont du coup pas accès à plusieurs aides, qui ne peuvent pas avoir de job étudiant par rapport aux difficultés de langue, difficultés d'horaire et tout ça, et qui se retrouvent encore plus précaires que les autres étudiants. Et on se rend compte qu'en 5 ans d'existence, on a permis d'aider des milliers d'étudiants, les aider à se nourrir, à se trouver du lien social, briser l'isolement, mais que c'est seulement un rôle d'urgence, et que... c'est conjoncturel et pas structurel. Exactement, et qu'on ne voudrait pas remplacer une politique publique ambitieuse et cohérente, et que nous, on voudrait proposer des réponses temporaires, mais que ça ne suffit plus, et qu'il faudrait une approche structurelle qui refonde complètement l'architecture de l'accompagnement de l'étudiant,
pour assurer une sécurité matérielle sur l'alimentation, les ressources financières, le logement, la santé, la réussite académique, la vie sociale, pour que ce soit des dimensions indissociables de la condition étudiante, et que la précarité étudiante soit envisagée comme un enjeu politique qui est majeur et qui engage la responsabilité collective pour garantir à chaque étudiant les conditions d'études dignes, sereines, pour que ce soit pour permettre l'avenir un peu de toute la France. Individuelle et collective. Dernière question, on l'a vu avec l'étude IFOP dont vous avez parlé, il y a un fort impact de la précarité matérielle sur la réussite scolaire, mais surtout sur la santé mentale des étudiants. Là, il y a ce fameux dispositif de 6 séances de psy qui a été annoncé par le président Macron au moment du Covid. Quel bilan vous en faites? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien, docteur? C'est bien, mais c'est pas du tout suffisant. Souvent, c'est un dispositif qui répond pas du tout au nombre au nombre de personnes qui en ont besoin, et du coup, ça crée des listes d'attente interminables, et aussi 6 séances de psy sur une année, c'est rien du tout. Enfin, ça répond pas du tout au problème, et c'est pas souvent aussi c'est des dispositifs qui demandent beaucoup de papiers ou de justificatifs, et du coup, ça crée encore plus de réticence aux étudiants. Et du coup, je pense que c'est vraiment pas la solution viable. Merci Aya. Vous pouvez l'applaudir. Restez là. On a une quinzaine de minutes pour des questions-réponses à l'ensemble des 5 intervenants. Donc, vous avez la parole. Je vous la donne. Oui, merci. Donc, Julien Haddad, directeur du réseau Cocagne. C'est des jardins bio d'insertion. On est partenaire, évidemment, des restos, du Secours catholique, etc. Et on connaît bien Copain. D'ailleurs, on partage des locaux à Paris. Bon, par rapport à ce qu'a dit Claire Toury ce matin, moi, ça fait pas mal d'années maintenant que je travaille ces questions d'articulation État, association, etc. Je pense que vous avez dans vos organisations, nous avons dans nos organisations, des éléments aujourd'hui un petit peu plus offensifs. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on a entendu là, si une fois passées les félicitations, évidemment d'usage à nous tous, on a la charge de la preuve. Vous avez le discours, nous avons le discours de la charge de la preuve. Nos pauvres, ces précaires, ces migrants, etc., etc., etc. On est dans le discours à charge de la preuve. Madame Stenberg l'a dit, je pense qu'il faut radicalement changer les termes de notre façon de penser notre action. Et poser la question de où se situe l'inégalité aujourd'hui. Nous sommes pas mal à penser qu'un hashtag justice fiscale, justice sociale, devrait pouvoir remplacer le hashtag ça ne tient plus. C'est-à-dire que je ne vois pas comment aujourd'hui on va continuer. Là, on est un peu dans la référence à Einstein, qui disait le fou répète toujours la même chose pour le même échec, en fait. Donc là, bon, moi ça fait longtemps, donc là, je suis un peu tendu parce que ce matin on a reçu les chiffres du budget de loi de finances. Donc l'insertion est défoncée, passez-moi l'expression, etc., etc. L'IGF nous juge comme médiocre, en juin dernier, médiocre, etc. La Cour des comptes nous flingue sur l'aide alimentaire, etc. Donc qui gouverne la France? Des rapports de hauts fonctionnaires, on est ici dans la haute fonction publique, ça suffit. En fait, ça suffit. Il y a 211 milliards d'aides aux entreprises, sans conditionnalité, sans évaluation, sans rien. On ne dit pas mot, on n'ose pas dire que l'argent se situe là. Qu'il a été, parce que Claire Toury a dit ce matin, il y a eu une bascule de la subvention à la commande publique, mais il faudrait regarder la part des subventions au secteur privé marchand, qui a littéralement explosé depuis 10 ans. Et donc il y a une zone d'inversion entre moins de subventions pour les associations, mais beaucoup plus de subventions pour l'entreprise privée, sans aucune conditionnalité. Au Secours catholique, vous avez un rapport sur les coûts fléchés réels de l'alimentation avec le basique, qui montre des écarts qui se chiffrent en centaines de millions d'euros de coûts externalisés à la société, à la sécurité sociale, etc., etc. Que fait-on de cette politisation de nos enjeux? À quel moment on change notre terminologie? On peut se faire des colloques sur la charge de la preuve, on fait des choses bien, on écoute les personnes, il faut les entendre, elles doivent témoigner, etc., etc. Ça ne changera rien de l'offensive qui est en face de nous,
qui est une offensive qui n'a rien à voir avec des ajustements PS, je sais pas quoi, républicains, machin. On est sur tout à fait autre chose. Donc à quel moment, il y a des appels qui se font aujourd'hui autour de collectifs, autour de Julien Talpin, Liberté associative, etc. À quel moment on change de registre politique en tant qu'association et on dit où se situe l'argent? Je finis sur un truc. Les personnes que nous accompagnons consomment des boissons sucrées. Il y a une augmentation de la taxe soda. Elle devrait être rentable, c'est-à-dire elle devrait dégager 800 millions d'euros cette année. 800 millions d'euros parce que les gens boivent du coca, etc. Pensez-vous où va cet argent? Avec cet argent, on révolutionne la question alimentaire et la lutte contre la précarité alimentaire. Elle va au secteur déficitaire de la MSA, de la sécurité sociale de la MSA. C'est une taxe parafiscale. On n'est pas dans le budget là, des impôts. On est sur une taxe parafiscale payée par le consommateur. 800 millions. On n'arrive pas à se positionner sur ce sujet en disant ces 800 millions, il nous les faut. Ça aurait été une question pour Claire Toury, mais qui veut répondre sur le discours politique des associations? Surtout, vous ne bousculez pas. Henriette. Je ne vais pas répondre sur l'aspect concret, les aspects concrets qui viennent d'être indiqués. Mais au Secours populaire, on a décidé qu'on allait passer du temps à convaincre les personnes, et les jeunes en particulier, d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Et de ne pas oublier que si on ne se bouge pas, rien ne va changer. Et donc qu'il faut déjà utiliser les outils de la République. Et pour utiliser les outils de la République, on doit être inscrit sur les listes électorales. Et non seulement on doit être inscrit, mais ensuite il faut aller voter. Et ces aspects-là, ça vous paraît peut-être une évidence, mais nous, on se rend bien compte au Secours populaire que quand on parle de ça, est-ce que vous êtes, parce que vous dites ça va pas, le maire, etc. Est-ce que vous êtes inscrit sur les listes électorales? On rencontre beaucoup de gens qui nous regardent et qui nous disent « mais vous nous parlez de quoi ?» Et y compris, bien sûr, dans la jeunesse. Accessoirement, si on peut convaincre le monde enseignant de prendre le sujet pour y contribuer, on devrait faire avancer le schmilblick. Oui, non, je voulais juste réagir à ce que vous avez dit parce qu'en fait, ça rejoint beaucoup ce que disait Claire Toury, c'est-à-dire que en fait, la prochaine étape, c'est qu'il faut vraiment cranter dans le dur l'existence d'un financement pour la vie associative. Et je trouve que on est à 2 ans d'une élection présidentielle, c'est vraiment le moment où jamais, en effet, 18 mois, pardon, oui, de réfléchir à des choses qui devront être portées à ce moment-là. Et ce que vous venez de dire sur la taxe soda est très juste, parce que moi qui viens d'un autre monde qui est le monde de la solidarité internationale, bon, même si on a eu un petit peu des mauvaises nouvelles ces derniers temps, malgré tout, pendant longtemps, vous savez, il y avait ce financement affecté, cette taxe affectée qui était la taxe sur les billets d'avion et la taxe sur les transactions financières, qui allait directement, en fait, pour la solidarité internationale, pour l'aide publique au développement, etc. Et bon, je dis, il y a un petit bémol parce que très récemment, évidemment, l'une des décisions de notre cher président, ça a été de remettre en cause cette chose-là qui datait de l'époque de Jacques Chirac et qui était extrêmement vertueuse. Mais en tout cas, voilà, donc je suis d'accord, ça doit nous servir de modèle pour demander à ce que cette taxe soda puisse être affectée aux associations d'aide alimentaire. Ça me paraîtrait vraiment une excellente chose. D'autant que l'on sait à quel point, pour le coup, cette industrie-là, enfin, moi je le vois encore une fois plus avec l'échelle internationale, mais on vend toujours des choses beaucoup plus sucrées, beaucoup plus salées dans les pays les plus pauvres. On vous explique que c'est parce que c'est la culture, etc., bien sûr. Enfin bref, donc on entretient finalement des addictions, du diabète, etc. Donc moi je trouve qu'il y a un vrai lien très vertueux qui serait à faire là-dessus. Je soutiendrais totalement une idée comme celle-là. Donc je pense qu'il faut que les gens aillent voter, mais il faut que face à eux, ils aient quand même des projets, disons, un peu plus aboutis structurellement sur qu'est-ce qu'on fait pour les associations. Oui, pas grand-chose à ajouter, hein, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Henriette et Najat. Comme vous le citiez, on n'hésite pas, quand on maîtrise un sujet comme celui qu'on a travaillé avec la Fédération des diabétiques, sur le fait que la malbouffe crée des maladies que, heureusement, la santé compense, mais que quand on pense notre chaîne alimentaire, enfin, tout ce qui contribue à l'alimentation des citoyens et des gens qui sont sur le sol, on ne pense pas au fait que de faire de la malbouffe, ça va créer des dépenses à côté.
Et donc on continuera sur des sujets comme ça, où on a un certain niveau d'expertise, où on est capable de s'investir, à éveiller, entre guillemets, les politiques. Charge à eux après de les prendre. On n'hésite pas non plus à poursuivre l'État quand il n'applique pas ses propres lois. On a quand même une loi depuis des années qui dit que tous les 5 ans, on doit avoir un programme de réduction de la pauvreté. C'est plus expliqué depuis 2012. On avait obtenu de M. Bayrou qu'il confie la mission au CNLE de remettre ça en route. Je ne sais pas ce que ça deviendra, mais il l'avait fait. Donc on continue à poursuivre, on le fait actuellement, les préfets d'Île-de-France parce qu'ils refusent d'utiliser le droit qu'ils ont de prioriser les personnes en précarité dans le logement. On le fera à chaque fois qu'on a ce qui nous revient du terrain, qui nous explique qu'il y a un vrai problème. On continue aussi à inciter les personnes, et on a le même problème. Les gens ne votent pas et sont rarement inscrites sur la liste électorale. Donc il y a beaucoup d'éducation populaire, comme disait Henriette, à faire. Après, on n'a pas vocation à devenir un parti politique. Question ? C'est la maire de Paris en charge des solidarités. Et je voulais parler du rôle des collectivités locales dans le lien qu'on a avec les associations. On s'est déjà croisés les uns et les autres à plusieurs reprises, mais je trouvais que c'était important dans la partie des pouvoirs publics d'avoir au moins la parole d'une collectivité qui n'a pas lâché. 3 choses. La première, on n'a pas lâché, on essaye en tout cas de résister à transformer la subvention en appel à projet. Et c'est pas anecdotique. On fait des conventions pluriannuelles, on essaye de respecter l'indépendance des associations en respectant le cadre de subventionnement qui ne soit pas du one-shot ou de la réponse à une pression politique. Mais c'est pas facile, y compris parce que les budgets des collectivités permettent pas forcément de pouvoir répondre et s'engager sur des conventions pluriannuelles d'objectifs désormais, vous le voyez bien. Donc je jette la pierre à aucune collectivité qui aurait plutôt tendance à jouer aussi cet effet-là, parce que c'est quand même un soutien aux associations, mais effectivement, politiquement, il faut qu'on arrive à retourner les choses en rappelant qu'effectivement, le soutien aux associations passe aussi par leur capacité à pouvoir rester autonomes et donc à ne pas répondre à la commande publique éternellement. La deuxième chose, c'est qu'on a des conseils municipaux, et je sais que c'est pas valable qu'à Paris, qui se complexifient beaucoup politiquement, parce qu'on a des interlocuteurs, des élus, qui veulent choisir les associations qu'elles subventionnent en fonction des sujets et des positionnements et des postures, y compris parfois un peu de valeur portées par des associations. Et donc aujourd'hui, on a des oppositions dans des conseils municipaux qui viennent nous expliquer qu'ils demandent des votes dissociés pour ne pas voter certaines subventions à certaines associations dont ils estiment qu'ils vont à l'encontre de leurs valeurs. Et ça aussi, c'est pour moi très très grave. Et c'est très important que les élus locaux et les collectivités locales résistent profondément à ça. Et le dénonce. On parle d'essayer de politiser un peu les débats. Et ça, c'est important de le redire, qu'on n'est pas là, nous, pour faire en sorte que les associations soient des paillassons, bien au contraire. Et puis la troisième chose, c'est la question qui était posée tout à l'heure par Claire Toury, et puis que j'entends dans les propos un peu en colère d'ailleurs, parce que ça rejoint une partie de nos positions aussi, mais qui est justifiée, qui est comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait tout encore une fois, en respectant l'autonomie et l'indépendance des associations, mais tout en ayant quand même un discours qui permette de garantir l'autonomie et l'indépendance des associations, qui forcément doit se politiser. Ce que j'ai vu samedi, moi, me paraît être une bonne première étape, de redire à quoi servent les associations, de rappeler aussi le périmètre d'intervention des associations, qui est beaucoup plus large que celui seul de la solidarité, on l'a vu samedi, et de permettre aussi aux élus locaux, aux élus nationaux, qui peuvent aussi servir de porte-voix, de pouvoir aussi porter des projets et des revendications auxquels vous seriez sensibles. Et je pense effectivement au fait de garantir aux associations des modus operandi de financement qui soient cohérents et importants. Mais je pense aussi à la capacité aux associations de redire qu'elles ne sont pas que des opérateurs de l'État, de redire qu'elles ne sont pas que des délégués de services publics, parce qu'il y a ça aussi qui se joue, c'est-à-dire que les associations, elles doivent garantir, avoir un statut qui leur garantit de pouvoir être le poil à gratter permanent, de pouvoir dire non,
Et donc, du coup, il faut qu'elle puisse, pour ça, être aussi, que les politiques aussi soient en capacité de porter ce discours-là. Ce qui n'est pas toujours évident, notamment dans les liens qui sont construits localement avec les associations, parce que parfois, comme l'État se désengage sur plein de sujets, on vient compenser le désengagement de l'État en tant que collectivité locale, et on se retrouve dans des situations où le lien avec les associations vient être un peu maltraitant, ou en tout cas obligeant, avec des associations avec lesquelles pourtant on n'a pas envie d'être dans ces situations-là. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais c'était ça que je voulais faire passer comme message. Merci beaucoup, c'est ce que disait effectivement tout à l'heure Claire Toury. Dernière intervention aux questions, avant de passer au débat suivant. Oui? Non? Les dés sont jetés. Merci. Merci à tous les 5.